plusieurs appelle des sphères d'établissements. Il y a d'abord les établissements catholiques, les instituts catho, et puis les écoles d'ingénieurs qui sont dans cette sphère-là. Il y a en deuxième lieu les établissements qui dépendent des chambres de commerce et d'industrie. Alors c'est souvent des écoles de commerce, mais pas que. Voilà. Il y a en troisième catégorie les écoles associatives qui peuvent être gérées par des fédérations professionnelles ou par des associations d'anciens élèves. Ça concerne très souvent des écoles d'ingénieurs. Et puis enfin, il y a ce que j'appelle les écoles actionnariales, c'est-à-dire des écoles qui sont lucratives, pilotées, gérées, lancées par un entrepreneur, sa famille, et parfois ouvertes à des fonds d'investissement. Il y a sans doute un ensemble de facteurs. D'abord, il y a la croissance de la population étudiante au cours de la décennie des années 2010, et le privé a su en capter la plus grande part à raison de facteurs d'attractivité particuliers. Alors, il y a d'abord la promesse d'employabilité, pour reprendre le terme courant. Si vous venez dans mon école, vous aurez un emploi à la sortie parce que j'ai une formation professionnalisante, j'ai des intervenants professionnels, je vous propose des stages et des séquences en entreprise. Il y a aussi la capacité à innover dans la création de formations articulées à ce qui apparaît comme étant des nouveaux métiers. Évidemment, le digital, c'est tout à fait central, mais aussi des métiers attractifs comme ceux de la création, comme le design. Voilà. Il y a la proximité qui peut jouer aussi, la proximité y compris géographique, pour éviter d'aller dans l'université de la capitale régionale. Je reste dans ma ville moyenne parce qu'une école privée me propose une solution. Puis plus récemment, certainement, évidemment, le développement d'apprentissage que le privé a su organiser et sur lequel il a su se développer. Alors au niveau Bac+2, mais aussi au niveau Bac+3 ou Bac+5. Donc l'apprentissage a été très porté par les établissements privés. Et donc l'attrait de l'apprentissage est réel. Et donc ils ont su aussi comme ça attirer beaucoup de candidats. Alors il y a plusieurs modèles économiques. Les écoles dites non lucratives, elles réinvestissent l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent dans le développement de leur mission. Mais très souvent, elles ont besoin d'aller chercher des subventions auprès de l'État, auprès des collectivités locales, auprès des chambres de commerce, pour tout simplement équilibrer leur budget. Donc c'est un modèle j'allais dire, d'équilibre. Et puis, les écoles dites lucratives, elles ont vocation, comme n'importe quelle entreprise commerciale privée, à gagner de l'argent. Et donc elles s'organisent aussi pour faire en sorte que, à la fin de l'année, elles aient dégager du cash pour rémunérer leurs actionnaires. C'est assez classique. Trois préconisations, je ne sais pas, mais enfin je crois que en tout cas il y en a une qui s'impose, c'est que en plus du financement public, et qui est un financement qu'il faut conforter, qu'il vienne du ministère, de l'État ou qu'il vienne des collectivités territoriales, en plus du financement public, il faut que les établissements publics apprennent à développer, continuent en tout cas de développer leurs ressources propres. La boîte à outils des ressources propres, elle est très, très diverse. Ça peut être les contrats de recherche, ça peut être les chaires de recherche, ça peut être la philanthropie avec les dons, ça peut être la formation continue, notamment. Voilà. Et donc développer les ressources propres, c'est absolument indispensable, non pas pour se substituer au financement public, mais pour s'additionner, pour s'ajouter à celui-ci. Voilà. Et puis il y a un autre chapitre qui est tout à fait considérable et qui le sera de plus en plus, c'est l'entretien du parc immobilier, du patrimoine immobilier des établissements publics. Ils n'ont pas le choix de ne pas le faire. Et donc il faut qu'elles apprennent à valoriser ce patrimoine pour essayer de trouver, grâce à l'exploitation du patrimoine, des ressources qui permettent d'entretenir l'immobilier de mission, l'immobilier de recherche, de formation, d'administration. Voilà les deux grands, à mon avis, les deux grands défis aujourd'hui pour les établissements publics.